Merci d'être resté avec nous pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Les deux femmes que je reçois aujourd'hui ont vu notre émission comme un moyen d'évacuer ce qu'elles avaient sur le cœur suite à des problèmes de santé. Caroline avait dû mettre un terme à sa carrière de professeure de danse et elle avait beaucoup de mal à l'accepter. Quant à Maria et Elena, elles s'en voulaient depuis plus de 20 ans d'avoir perdu l'enfant qu'elles portaient après avoir caché sa grossesse à ses parents. Alors, comme bien souvent dans notre émission, l'une et l'autre ont eu besoin d'un peu de recul pour réaliser la portée de leur témoignage. Et je vous propose de découvrir où elles en sont aujourd'hui. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être revenues nous voir. On va commencer avec vous, Caroline. Je vous avais reçu en octobre dernier dans une émission intitulée « Une carrière brisée en plein vol ». C'est vous qui aviez fait la démarche de contacter notre rédaction. Pour quelle raison ? C'était suite à une amie qui m'avait dit écoute, j'ai vu un appel à témoins, j'ai pensé à toi, tu devrais aller jeter un œil. Et effectivement, quelques jours plus tard, en voyant cet appel à témoins, je me suis complètement retrouvée dans l'intitulé qui était carrière brisée en plein vol. Et de ce fait, j'ai contacté votre équipe. Rappelez-nous ce qui vous avait amené à mettre un terme à votre carrière de professeur de danse. Je suis atteinte de myofasciite à macrophage, qui est une myopathie inflammatoire liée à l'aluminium dans les vaccins, qui a été diagnostiquée en 2010 et qui fait que je ne pouvais plus... j'ai dû mettre un terme à ma carrière au bout de 10 ans. Ça se traduit comment, cette maladie, concrètement ? De gros troubles cognitifs, notamment le fait que je ne puisse plus conduire, des troubles articulaires et musculaires, des tendinites à répétition et des crises inflammatoires constantes au niveau des organes, le pancréas, l'estomac, enfin, tout est touché, on n'a jamais de répit. C'est une maladie qui évolue, qui dégénère ? C'est une maladie qui évolue, effectivement. Ça évolue un peu par crise. On dit que c'est une cousine de la sclérose en plaques, ça évolue. Vous étiez dans quel état d'esprit la dernière fois que vous êtes venu nous voir ? J'étais dans un état d'esprit où je ne me projetais pas du tout. J'étais dans un processus de deuil, donc un peu dans j'ai passé la colère, donc un peu dans le déni. Et puis maintenant, je suis passée dans l'acceptation. Vous êtes allé vite. C'est un deuil accéléré. Je suis passée en invalidité en 2011 et j'ai mis quand même 3 ans quand même. C'est vrai que vous avez l'air plus rayonnante et plus apaisée. Plus apaisée. Enchaînée à votre passé, vous aviez réalisé donc en préparant notre émission que vous ne parveniez pas donc à faire le deuil de votre ancienne vie, abandonner la danse. C'était pour vous renoncer à tous vos rêves et pour avancer, vous n'avez eu d'autre choix que de revoir vos priorités. Alors quels sont vos nouveaux centres d'intérêt aujourd'hui ? La réponse en images. Je me réveillais danseuse, je vibrais, je mangeais, je me couchais danseuse. Passionnée de danse, fille et petite-fille de danseuse, c'était tout naturellement que Caroline avait décidé d'en faire son métier, jusqu'au jour où tout avait basculé. J'ai commencé à avoir les premières douleurs anormales, je dis bien normales parce que c'est des douleurs très très profondes et handicapantes qui évoluaient par crise avec une fatigue à type état grippal qui pouvait durer des jours voire des semaines. J'ai perdu l'usage de ma jambe droite, c'est-à-dire qu'elle avait perdu toute sa force, toute sa tonicité. Là, les médecins ont commencé à avoir très peur, donc j'ai commencé à aller de service en service. J'ai été diagnostiquée qu'en 2010. Quelle maladie ? La myofasciite à macrophage, qui est une myopathie inflammatoire. Une maladie dégénérative qui l'avait rendue invalide. Caroline ne pouvait plus ni danser ni enseigner. C'était ma vie. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Mes élèves me manquent, l'école me manque, tout me manque. Sur notre plateau, notre spécialiste Yvonne Poncé-Bonissol lui avait alors donné des conseils pour redonner un sens à sa vie. Vous avez besoin de nouveaux défis et pour cause, parce que vous êtes une femme qui avait toujours besoin d'adrénaline. Vous avez toujours besoin de vivre à 1000 à l'heure. C'est ça. Donc pour vivre à 1000 à l'heure, il faut redessiner ses projets. Et donc, parce que face à une épreuve, on prend la fuite, Oui. ou on abandonne, ou on réagit. Donc c'est ça qui est difficile, c'est comment, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis vraiment entre deux, je vis au rythme de la maladie. J'arrive plus à me projeter comme avant.
À Ormesson-sur-Marne, quelques mois plus tard. Caroline a décidé de mettre son énergie au service des autres. Elle s'investit au sein de l'association qui vient en aide aux jeunes touchés par la même maladie qu'elle. Et au niveau cognitif, comment tu arrives à gérer les cours? Je peux pas, c'est pas possible. Non, là je faisais 4 heures par semaine et j'ai dû arrêter parce que le trajet, tout ça, c'est trop fatigant. Lors de l'émission, effectivement, il y avait, quand je suis venue, il y avait un gros vide, mais je l'ai compensé par le combat que je mène auprès de l'association. Le corps ne suit plus, mais du coup, il fallait que je compense avec mon cerveau, avec le peu qui marche encore. Mais c'est-à-dire que je ne peux plus danser, peut-être que je peux développer d'autres facultés pour continuer à faire quelque chose de ma vie. Et ce quelque chose, c'est en réalité un vrai combat de santé publique. Si on est malade là, ici, toutes, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu le vaccin de trop, qui était à base d'aluminium et qui fait que notre organisme ne l'a pas éliminé naturellement et que l'aluminium a été migré, créant cette myopathie inflammatoire toxique. Mon énergie, je la mets à ce que le ministère de la Santé remette sur le marché des vaccins sans aluminium. C'est-à-dire que c'est des petites choses, des petits moments où on doit se réjouir de l'instant présent et puis savoir remercier aussi les gens qui sont autour de nous. Je vais leur dire merci d'être là, de nous supporter. Oui, C'est ça. Quand j'étais enseignante, que j'étais professeure de danse, il y avait ce lien. Et j'ai l'impression de retrouver un peu cette même plénitude. Ça me fait du bien de partager ces instants avec les gens. Des moments de partage qui lui donnent envie d'aller encore plus loin. Pour les 15 ans de l'école de danse qu'elle dirigeait avec sa mère, les professeurs l'ont choisie pour être la chorégraphe du final du spectacle qui aura lieu dans quelques mois. Du coup, j'ai pas posé de questions, mais vous avez préparé votre partie sur l'ouverture, sur oui, ça y est bien qu'il fait. Tout est mis en place. Dans l'incapacité physique de réaliser elle-même la chorégraphie, Caroline doit se faire comprendre en décrivant le mouvement. 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3. C'est important parce que ça fait du bien aussi de voir qu'on a encore une utilité aussi, même si on peut plus physiquement faire des choses, avoir l'impression de faire vivre un peu cette petite étincelle qui est plus forcément là au quotidien, qui le temps d'un moment en tout cas sera là. Le deuxième bras, je change de pied, et après, pam, pam, jette. Le fait qu'elle soit de nouveau là est rassurant parce qu'en fait, je pense qu'elle en a vraiment un profond besoin et j'ai toujours cru que l'artistique pouvait aider beaucoup à réparer un peu la maladie ou l'injustice de ce qu'on vit dans son corps qui n'était pas prévu au départ et que la danse fait partie de cette mini-réparation momentanée. On ne peut jamais improviser dans cette maladie, donc je ne sais pas dans quel état je serai. Puis j'ai une crainte le jour du gala, si je pourrais être là. Donc voilà, des craintes, j'en ai tout le temps. Je vis avec la crainte, mais sans crainte, je ferais rien si j'avais peur. Donc j'y vais. Caroline ne baisse pas les bras et elle peut compter sur le soutien de Linda, sa meilleure amie. Bon, et toi, comment ça va alors ces derniers temps? Un week-end difficile, puisque j'étais clouée au lit en crise inflammatoire pendant 3 jours. Limite appelé les urgences, donc ça a été un week-end. Mais tu avais déjà été en crise il y a 10 jours déjà. Ouais, mais là c'était. Donc là, tu as eu des crises très, une crise très rapprochée. Très aiguë. Ouais. Bon, de toute façon, tu es une battante. Hein. Chaque jour est une petite victoire. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Tu fais une petite chose chaque jour et puis au moins. Chaque jour est un nouveau combat en fait. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Chaque jour, je sais pas ce qui va arriver, donc je prends les journées comme elles viennent, quoi. Faudrait que je prenne un petit bout de la maladie en toi, là, que j'en prenne un petit bout. Non, je le souhaite pas. Car pour Linda, Caroline est bien plus qu'une amie. Elle est aussi la marraine de son fils. Ça, c'était le baptême d'Adrien. Baptême d'Adrien, ouais. Voilà. Mais ça m'a beaucoup touchée. Parce que, tu sais, quand on est malade, les gens vous voient pas forcément pareil ou se projettent pas dans l'avenir. Et demander d'être marraine, c'est s'occuper de ses enfants quand on n'est plus là un jour. Et ça veut dire que tu as fait abstraction de la dangerosité de la maladie. Et Christophe et toi, vous m'avez fait le plus beau cadeau, quoi. Ça amène la vie dans mon quotidien. Et j'ai une fierté à être la marraine d'Adrien. Vous m'avez fait le plus beau cadeau. Caroline, la première fois que vous êtes venue sur notre plateau, vous étiez à la croisée des chemins, vous attendiez beaucoup des témoignages des autres invités. Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué?
Celui de Marie-Amélie Le Fur, qui est championne para-olympique, qui avait eu la jambe amputée suite à un accident de scooter. On est restés très en contact. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on va témoigner toutes les deux à la fac de Créteil. Et elle m'avait conseillé de me tourner vers les témoignages auprès des jeunes, notamment. Donc, très belle rencontre. Est-ce que ça vous apporte quoi de témoigner, de transmettre votre expérience? C'est dans la continuité de mon travail. Quand on fait un travail où on est entouré, comme le vôtre d'ailleurs, je pense que ça devient un besoin ça y est, j'ai un trouble de mio. de transmettre tout simplement. Ouais, de transmettre, de partage. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait du bien. De se sentir utile. Exactement. De faire avancer une les utilité autres. aussi. Voilà. Oui. Ouais. Vous aviez retenu quoi des propos d'Yvonne? Ce qu'elle m'avait dit, j'avais absolument pas percuté sur la filiation effectivement de ma grand-mère, maman et moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'avait pas interpellée. Et je me suis interrogée effectivement. Je me suis dit ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, donc ça m'a soulagée. Je me suis interrogée. Voilà, c'était une autre manière de penser effectivement. Une fois l'émission terminée, vous vous êtes sentie comment? Apaisée. Tout de suite? Vidée. D'abord vider. Dans un premier temps, oui, vider. Là, j'étais sur les genoux et puis après, apaisée. Je me sentais ça m'avait fait du bien de parler. C'est super. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Extrêmement positives. Parce que les gens ont mieux compris ce que j'avais, parce que je dis souvent que l'invisibilité d'une maladie n'est pas un curseur de gravité ou de handicap. Les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient et c'est pas forcément le quotidien. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et ça a aidé à faire comprendre à beaucoup de gens qui savaient que j'étais malade, mais pas forcément de quoi, que c'était effectivement... Ils ont mieux compris pourquoi je suis passée en invalidité. Et j'ai eu énormément de témoignages de soutien, que ce soit de mes élèves ou de gens, d'anonymes. Beaucoup. Alors, vous vous êtes engagée au sein d'une association, c'est important pour vous aussi? Oui, alors toujours un autre moyen de se sentir utile. Oui, j'étais déjà engagée au temps de l'émission et l'association Troisième qui m'avait prise en charge le jour où le diagnostic est tombé, je me suis engagée immédiatement à leur côté et avec le président, on a décidé de créer un pôle pour faire une prise en charge différente pour les jeunes malades de myofasciite à macrophage de 15 à 40 ans, parce que c'est une maladie qui ne touche pas que les adultes, ça touche des jeunes et de plus en plus. Et parce qu'on estimait qu'on ne vivait pas une telle maladie à 15 ans, de la même manière à 15 ans qu'à 25, à 30 ans. La complexité est différente, la manière de la vivre est complètement différente. Donc il fallait entourer différemment ces jeunes malades. Et du coup, je les encadre et on s'appelle les mioches. Donc la contraction de myofasciite pour la myo, puis les mioches. Et c'est notre petite bulle et je pense que c'est très important pour nous tous. En quoi vous vous sentez différente de celle que vous étiez il y a quelques mois encore? En quoi je me sens différente? Je suis plus déterminée. Notamment sur l'association, et plus déterminée parce que j'ai un combat à mener auprès de ma fille qui ne peut plus se faire vacciner actuellement de par la susceptibilité génétique. Et il faut en parler, il faut dire que l'aberration dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que, et attention, il ne faut pas se tromper de combat, il faut soutenir la vaccination, c'est contre l'adjuvant d'aluminium. Et dire que actuellement nos enfants ne peuvent plus se faire vacciner parce que tous les vaccins contiennent de l'aluminium et que nous sommes pris entre la faire vacciner et le risque qu'elle développe la myofasciite à macrophage, d'autant plus que je l'avais survaccinée avant que je sois diagnostiquée, ou le fait de ne pas la protéger comme une autre enfant dite normale. Donc on est un peu pris entre la peste et le choléra. Elle est particulièrement concernée à cause de votre patrimoine génétique? Exactement. Tous les myos, les gens atteints de myofasciite à macrophage ont la même problématique avec leurs enfants. Et on attend que le ministère de la Santé prenne cette problématique et protège nos enfants de la même manière que les autres. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, c'est de continuer mon combat avec ces jeunes malades, c'est de continuer à témoigner le plus possible. Et puis, si vous permettez, je voudrais juste parler d'une petite anecdote. Il y a 2 ans, les vétérinaires ont lancé une alerte sanitaire en 2012 parce que les chats développaient des tumeurs et des macrophages au niveau du point d'injection. Et les vétérinaires se sont rendus compte que c'était lié à l'aluminium. Donc ils ont dit attention, on vaccine désormais au bout de la patte de manière à les amputer.
Et dans les mois qui ont suivi, une filiale d'un laboratoire très connu a sorti un vaccin sans aluminium pour faire face. Ce que j'attends, c'est du bon sens, de la même manière pour nous. Voilà ce que j'attends. Merci. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Et merci. Et n'oubliez pas votre dimension artistique. Oui, c'est importante pour vous. Oui, il faut que je trouve le moyen de. Mais bon, des fois la main ne fonctionne pas, c'est un peu compliqué. En tout cas, je voulais remercier vraiment toute votre équipe parce qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance et on est vraiment coucounés. C'est important de le dire. Merci à vous.